Supposons qu'on a une fonction f. Si la fonction est dérivable, sa dérivée, qu'on a appelée y', ou en utilisant la notation de Leibniz, dy sur dx, ou encore f' de x, c'est aussi une fonction. Hein, quand on part avec f de x égale à x au carré, f' de x, c'est 2x. Ça, c'est une fonction, c'est pas un nombre. Si c'est une fonction, ça veut dire qu'on devrait pouvoir, en théorie, la dériver aussi, une deuxième fois. Fait que la deuxième dérivée de la fonction, qu'on appelle aussi la dérivée du deuxième ordre, ça va être la dérivée de la dérivée. On utilise aussi la notation de Leibniz d2y dx au carré. Ici, entre autres, c'est parce que la notation de Leibniz, là, c'est comme ça qu'on s'en sert. Fait que même si en général on met les y au numérateur, il n'est pas supposé être là, il est supposé être à l'extérieur. Ou f'', puisque c'est tout simplement, si on applique la règle de dérivée, la règle du calcul de la dérivée avec la limite, la définition sur la nouvelle fonction f'. Ben, dans le cas de la fonction initiale ici où j'avais x au carré, la première dérivée c'est 2x, la deuxième dérivée, ça va être la dérivée de 2x qui est 2. 2 c'est un nombre, mais ce qu'on est en train de dire ici, c'est que la deuxième dérivée, c'est la fonction constante qui est toujours 2. Donne-moi n'importe quel x. Je peux calculer x au carré, je peux calculer la première dérivée de x, puis je peux calculer la deuxième dérivée, c'est toujours 2, indépendamment du x qu'on lui donne. Fait que la deuxième dérivée, ce que ça calcule, c'est la pente de la droite tangente à la courbe de la fonction dérivée, pas la fonction originale. Plus tard, on va voir que la deuxième dérivée correspond au concept qu'on appelle la concavité de la courbe. Est-ce que la courbe s'ouvre vers le haut ou est-ce qu'elle s'ouvre vers le bas? Ben, si vous avez une fonction qui est dérivable, en général, vous pouvez la dériver plus qu'une deuxième fois. Vous pouvez la dériver une troisième fois, une quatrième fois, et ainsi de suite. Fait qu'on écrirait ça comme étant la énième dérivée, la fonction y égale à f de x, dn sur dxn de y, ou encore f avec entre parenthèses un petit n qui nous dit combien de fois qu'on dérive, ou encore avec les chiffres romains. Et là, je ne sais pas si vous aviez compris, quand on sert de la notation f', on se sert vraiment de la notation ici, là. Un chiffre romain qui est 1. Avec f'', ça veut vraiment dire 2. Et ainsi de suite. À un moment donné, on s'écarte d'écrire trop de primes. Puis, ben, on se sert de la notation des chiffres romains, mais vous vous souvenez peut-être quand vous avez étudié les nombres romains, les chiffres romains, à un moment donné, ça peut commencer à être assez encombrant. Sauf que c'est rare qu'on a vraiment besoin de se servir d'une dérivée plus que la deuxième dérivée. Des fois, on se sert de la troisième dérivée, puis j'ai vu des applications de génie où est-ce que les gens se servaient de la quatrième dérivée, mais en général, on sert seulement de la fonction originale, de la première dérivée, puis de la deuxième dérivée. F', f'. Fait qu'on va faire une couple d'exemples. Commençons par trouver toutes les dérivées de la fonction x3. Ici, ce qu'on comprend, c'est qu'on cherche la première dérivée, la deuxième dérivée, la troisième dérivée, la quatrième dérivée, et ainsi de suite. Première question qu'on va essayer à laquelle on va essayer de répondre.
Puis ensuite, on va trouver la dérivée implicite du deuxième ordre, de m par rapport à n, puis de n par rapport à m, si m et n sont liés par l'équation m au carré plus n au carré est égal à 4. Faire une petite pause ici. Vous pouvez penser à ce que ça veut dire, puis quand vous serez prêt à recommencer la vidéo, vous irez y recommencer. La fonction x cube, c'est un polynôme. C'est un polynôme très simple, c'est un monôme. On peut se servir de la règle de dérivée des puissances entières. La dérivée de x cube, ben, selon la règle, c'est 3 fois x à la 3 moins 1, ce qui me donne 3x au carré. Je me retrouve avec, encore une fois, un polynôme, mais cette fois-ci, remarquez, le degré du polynôme de la dérivée, il est plus petit que le degré du polynôme original. Ça va toujours être le cas avec les polynômes. En dérivant, on perd des puissances. La deuxième dérivée, ben, on dérive le polynôme 3x au carré, une constante qu'on sort du procédé. Ensuite, on prend le 2 qui est à l'exposant, on l'abaisse à la base, puis on soustrait 1 de l'exposant ou de la puissance. Fait que ça nous fait 3 fois 2 fois x à la 2 moins 1, ce qui est 6x. Fantastique. Troisième dérivée de ça, c'est un autre polynôme. Encore une fois ici, le degré c'est 1, qui est 1 de moins que 2, qui est 1 de moins que 3. C'est normal, c'est ce que la règle nous dit, on soustrait 1 de la puissance à chaque fois. La dérivée de 6x, la dérivée troisième de la fonction, ou la dérivée d'ordre 3, c'est simplement 6. X à la 1, ça nous fait vraiment 6 fois 1 fois x à la 1 moins 1, puis ben ça fait x à la 0 fois 1, c'est juste 6. Fait que la troisième dérivée d'un polynôme d'ordre de degré 3, c'est une constante, 6. Puis à partir de ce moment donné-là, toutes les autres dérivées sont nulles. C'est quoi la 17e dérivée? 0. La 315e dérivée? 0. Ça, c'est seulement vrai pour des polynômes. Si vous avez un polynôme de degré n, c'est à partir de la n plus unième dérivée que toutes les dérivées subséquentes vont être nulles. 0. Maintenant, on travaille avec la relation m au carré plus n au carré est égal à 4. On va en faire une des deux. Fait que comment qu'on s'y prend? Ben, c'est pas super compliqué. On sert de la règle de dérivée implicite. On va dériver par n, ce qui veut dire qu'on traite n comme étant une variable, puis tout ce qui n'est pas un n, on traite comme si c'était une constante. Fait que si c'est vrai que m carré plus n carré est égal à 4, on peut en conclure que la dérivée de m carré plus n carré par rapport à n, ça va être la dérivée de 4 par rapport à n. La dérivée de 4 par rapport à n, c'est 0. Et là, il faut calculer la dérivée de la somme. Mais la dérivée de la somme, c'est la dérivée des termes. La somme de la dérivée des termes. La dérivée de n carré par rapport à n, c'est une dérivée normale. La variable qui est ici, c'est la même que celle qui se retrouve là. La dérivée d'un au carré par n, c'est 2n.
Fait qu'on a le terme qui est ici. Maintenant, pour l'autre, il faut le faire avec la règle de dérivée en chaîne, dérivée implicite. Dérivée de m au carré, c'est 2m. On abaisse la puissance, puis on élève à la puissance qui était 1 de moins. Mais on est en train de dériver par rapport à n. Puis c'est pas un n qu'on a dans la variable, c'est un m. Fait qu'il faut aussi multiplier par la dérivée de la variable par rapport à n. Fait que ça, c'est la règle de dérivée en chaîne. Fait qu'en partant de l'équation m au carré plus n au carré est égal à 4, on dérive par rapport à n, puis on obtient cette expression-là. Si vous aviez dérivé par rapport à m à la place de dériver par rapport à n, ben c'est la même structure. La seule différence, c'est que la règle de dérivée en chaîne s'appliquerait au deuxième terme de la relation, pas au premier terme de la relation. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, le but ici, rappelez-vous, c'est de trouver la deuxième dérivée de m par rapport à n. Fait que pour que ça fonctionne, il faut qu'on connaisse la première dérivée de m par rapport à n. Fait qu'on a besoin de calculer cette dérivée-là ici, là, pour pouvoir la dériver une deuxième fois puis avoir ce qu'on cherche. Fait que je dois isoler mon dm dn dans la relation que j'ai. Mais c'est faisable, c'est pas difficile. Je prends mon 2n, je l'envoie de l'autre bord, puis je divise par 2m. Fait que quand le 2n va de l'autre bord, il devient moins 2n. Puis ça, je divise par 2m. Le moins 2 s'annule, puis il va me rester moins n sur m. Pareillement, si je prends la relation qui est ici, puis je fais la dérivée par rapport à m, je me retrouve avec moins m sur n, en isolant de la même façon. Je dis, OK, c'est bon. Maintenant, j'ai le quotient qui m'intéresse. Je veux calculer sa deuxième dérivée. La deuxième dérivée de la fonction originale, qui se trouve être la première dérivée du quotient. Fait que je vais travailler avec cette relation-ci, qui dit exactement la même chose que la relation ici en passant, c'est juste que c'est écrit d'une autre façon. Des fois, vous ne serez pas capable d'isoler le dm-dn, la dérivée qui vous intéresse. Mais ici, on est capable de le faire, on en profite. La deuxième dérivée de tout ça, c'est un quotient. Comment est-ce qu'on dérive un quotient? On commence par dériver le numérateur. J'ai sorti le moins ici parce que c'est une constante, le moyen, on le sort. On commence par dériver le numérateur. J'ai la dérivée de n par rapport à n, fois le dénominateur qui est m, moins le numérateur qui est n, fois la dérivée du dénominateur, ben dm dn, fantastique. Puis on divise ça par le carré du dénominateur. Fait que ça, c'est tout simplement la règle de dérivée du quotient qui est appliquée à l'expression pour dm dn. On va jouer un peu avec ça. La dérivée de n par rapport à n, c'est 1. C'est qu'on se retrouve ici. Tous les autres termes demeurent les mêmes. Là, je vous rappelle que le moins qui est ici, là, c'est le moins qui apparaissait ici. C'est le moins qui est ici. Ensuite, ben, j'ai le terme dm-dn qu'il faudrait que je remplace au possible, si possible, mais heureusement, on l'a, on connaît la valeur de dm-dn, on l'a juste calculé auparavant. Fait qu'à chaque fois que je vois un dm-dn, je peux le remplacer par moins n sur m. C'est ce qui se passe ici. Fait que le dm sur dn, ça devient moins n sur m, puis là, ben, vous allez avoir un moins fois un moins, ce qui fait un positif. Le n qui est ici fois le n du numérateur, ça me fait n au carré, puis le m du dénominateur est là. Puis ben, je peux simplifier un petit peu. Puis ça finit par me donner moins m au carré plus n au carré sur m à la 3. Hein, ce que j'ai fait, vous n'êtes pas certain de ce qui s'est passé, j'ai multiplié
par 1. Puis le 1, je l'ai écrit comme étant m sur m pour avoir un dénominateur commun ici, là, avec mon m. Là, il se trouve que ça a l'air assez compliqué, mais m au carré plus n au carré, je sais exactement c'est quoi. C'est donné par la relation initiale. M au carré plus n au carré, c'est égal à 4. Dans ce problème-là. Fait que je remplace toutes les instances de m au carré plus n au carré par 4. Puis ça me dit, par exemple, que la deuxième dérivée de m par rapport à n, ben, ça va être moins 4 sur m à la 3. J'ai pas parlé, j'ai pas fait avec vous la dérivée de n, la deuxième dérivée de n par rapport à m. Il y a de la symétrie dans le problème. Hein? Quand on écrit m au carré plus n au carré est égal à 4, c'est un choix arbitraire. Quelle variable qu'on appelle m puis quelle qu'on appelle n. C'est symétrique. Je pourrais les appeler des trucs complètement différents. Je pourrais appeler ça L puis celle-là K, ou même celle-là ici N puis celle-ci M. J'aurais la même relation. Il y a une symétrie. Dans ce cas-là, on peut sauver un peu de travail en le faisant seulement pour une des variables, puis ensuite en interchangeant les variables, remplaçant tous les m par des n, puis les n par des m. En général, c'est pas quelque chose qu'on peut faire. Mais ici, spécifiquement, parce que il y a une symétrie dans la relation entre les m et les n, vous pouvez vous permettre de juste le calculer une fois, puis ensuite de changer les variables. Fait qu'au bout du compte, je calcule ma dérivée seconde par rapport à m, ça me donne moins 4 sur m cube. Puis pour obtenir la dérivée seconde par rapport à n, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de remplacer tous mes m par des n, puis tous mes n par des m. C'est ça qu'on obtient. Mais je vous rappelle, là, je veux le répéter, c'est seulement le cas si la relation de départ est symétrique. Si au départ, ça ne fait pas de différence si on remplace m par n puis n par m. Si à la place, je me retrouvais avec une relation qui disait ça, là, ben ça, c'est pas symétrique. Si je remplace m par n, je vais avoir une relation complètement différente. Si je fais la réflexion dans l'axe m est égal à n, c'est une droite, mais c'est un axe de réflexion, j'aurai pas la même courbe ici, je vais avoir deux courbes différentes. Alors que ici, si je fais la réflexion dans l'axe m est égal à n, je me retrouve avec la même courbe. Je veux m'assurer que vous comprenez bien ce que je veux dire ici. Là. Ça, c'est la relation entre m et n. C'est un cercle de rayon 2, centré à l'origine. La droite m est égal à n, c'est celle-ci. Quand je dis que la relation est symétrique, ce que je veux dire, c'est que si vous remplacez m par n, ça correspond à faire une réflexion par rapport à la droite, ben, la courbe de réflexion, elle est exactement la même. Je l'ai tracé deux places différentes, mais la réflexion va être la même. C'est ça, ça veut dire d'être symétrique. Dans le cas de m plus n au carré sur 4 est égal à 4, la réflexion n'est pas la même courbe, c'est une courbe différente. Fait que je peux pas juste remplacer m par n au bout du compte, là. Quand vous utilisez la dérivée implicite pour calculer les dérivées d'ordre supérieur, 2, 3 et ainsi de suite, ça va souvent être le cas que vous allez vous servir de la relation originale. Dans notre exemple ici, c'était m carré plus n carré est égal à 4 pour simplifier l'expression des dérivées. C'est ça qui est arrivé ici. Là. M carré plus n carré est égal à 4. Fait que profitez-en. Évidemment, ça ne fonctionne pas toujours comme vous aimeriez que ça fonctionne. Faire attention. Mais c'est souvent le cas que ça va fonctionner comme ça. On a vu que la première dérivée du déplacement, c'est la vitesse de l'objet. Dans un objet qui se propage de façon linéaire. Qu'est-ce que ça veut dire, la dérivée seconde, maintenant?
Je vous rappelle l'exemple au chapitre 2. On avait quelqu'un qui laissait tomber des boules de quilles d'une montgolfière. Puis on connaissait la distance après t secondes. Après t secondes, on parcourait 6 fois t au carré mètre. On pouvait calculer sa vitesse après t secondes tout simplement en dérivant le déplacement. Ben, la dérivée de 6t au carré, ça va être 6 fois le 2 qui descend ici, la puissance 2, t2 à la moins 1, ça me fait 12t mètres par seconde. C'est un calcul qui est assez facile à faire en général. Un objet en chute libre. La deuxième dérivée, on peut la calculer, c'est une fonction. Ce qu'on peut voir avec la première dérivée, c'est que la vitesse augmente. Après 2 secondes, la vitesse c'est 24 mètres par seconde, alors qu'après 1 seconde, la vitesse c'était 12 mètres par seconde. Au fur et à mesure que le temps avance, la vitesse augmente. La vitesse ne demeure pas constante. Le taux de variation de la vitesse, c'est ce qu'on appelle l'accélération. On va le dénoter par A de t, puis ça se mesure en quoi? Ben, c'est le taux de variation de la vitesse. Le taux de variation de la vitesse, le taux de variation de quelque chose qui se mesure en mètres par seconde, fait que c'est des mètres par seconde, ça fait des mètres par seconde carré. L'accélération, c'est la dérivée de la vitesse, puis la deuxième dérivée du déplacement. La raison physique pour laquelle la boule se déplace plus rapidement au fur et à mesure que ça avance, c'est en fonction de la force gravitationnelle, l'attraction gravitationnelle qui est exercée par la Terre sur la boule de quille. En pratique, quand vous laissez tomber quelque chose d'une distance assez haute, la vitesse finit par devenir constante. Ça fait que vous vous attendriez à ce que ça soit grosso modo, là je fais le graphique de la vitesse, là. La vitesse augmente jusqu'à temps qu'elle atteigne une vitesse limite. C'est souvent des trucs qui sont dus à la résistance de l'air. Pour une boule de quille, la vitesse de la résistance est minimale, mais même là, ça ne peut pas continuer à grandir indéfiniment sans jamais s'arrêter. À un moment donné, ça ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. C'est pas important pour ce cours-ci. Quand vous avez un objet en chute libre, l'accélération, elle est constante. Fait que tant aussi longtemps que vous ne donnez pas un mouvement, ou qu'il n'y a pas une autre force qui agit sur l'objet, c'est en chute libre, on s'attend à ce que l'accélération soit constante. La vraie accélération qui est due à l'attraction gravitationnelle, c'est pas 12 mètres par seconde carré, c'est 9,8 mètres par seconde carré. Là, j'ai choisi mes chiffres pour avoir des beaux facteurs, mais ça peut pas vraiment être un problème qui a lieu sur la Terre, cet exemple-là. Ou en tout cas, c'est une approximation de ce qui peut se passer. Parce que quand c'est un vrai problème qui a lieu sur la Terre, il faut que l'accélération soit constante à 9,8 mètres par seconde carré. C'est pas la même chose que 12 mètres par seconde carré. Ça, c'est un truc qui est assez important à comprendre. L'accélération, c'est la première dérivée de la vitesse, c'est la deuxième dérivée du déplacement. La vitesse, c'est la dérivée du déplacement. Puis bien, si vous vous servez de la notation de Leibniz, c'est comme ça qu'on le verrait à la place. Ces trucs-là disent la même chose. Par exemple, supposons que vous avez un objet dont le déplacement est donné par cette relation-là. C'est pas un objet en chute libre, là, ça. L'accélération, elle sera pas nécessairement constante.
C'est un objet qui se déplace, puis son déplacement est affecté par des forces, de sorte à ce que vous puissiez tracer son déplacement à l'aide d'une fonction du temps. Pas chute libre. Je le répète, c'est important. L'accélération constante, c'est seulement pour des problèmes de chute libre. Et on vous dit qu'on commence à mesurer le temps à partir de 0. La question qu'on se pose, c'est à quel instant est-ce que l'objet revient sur ses pas? C'est quoi sa position à ce moment donné-là? C'est quoi son accélération? Fait que là, vous avez un objet qui se dirige en ligne droite, comme ça. Puis après un intervalle de temps t, sa position, ça va être t carré plus 5. Vous y pensez un peu. Faites la pause sur la vidéo. Quand vous serez prêt à recommencer, on va aller se revoir. Bon. L'objet va revenir sur ses pas. Ben, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que la vitesse soit 0. Hein? Il va se promener. Il commence ici. Il se déplace par là, puis il s'arrête. Puis on espère qu'il va revenir sur ses pas. Ça veut dire qu'à ce moment donné-là, il devrait avoir une vitesse de 0. C'est pas une condition suffisante. V égale à 0, ça ne garantit pas que l'objet se retourne, juste qu'il s'arrête. On pourrait s'imaginer une situation où est-ce qu'à la place d'être ce que j'ai dessiné, ça serait, je pars ici, je me promène jusqu'à cet endroit-là, je prends un petit break, puis je continue sur mon chemin. Fait que s'arrêter, ça ne nous dit pas nécessairement qu'on va finir par revenir sur nos pas, mais si on revient sur nos pas, il va falloir qu'on s'arrête à un moment donné. Fait qu'on va commencer par trouver les endroits où l'objet s'arrête. Après ça, on va déterminer si l'objet revient sur ses pas, puis c'est pas difficile. Dans une direction, on a une vitesse qui est positive. Ben, si après l'instant où il s'arrête, la vitesse est négative, on aura l'objet revient sur ses pas. Si au contraire, après son arrêt, la vitesse est encore positive, ben là, on se retrouve avec un objet qui continue sur sa lancée. Après un petit arrêt. J'ai écrit positif ici, positif à négatif, mais c'est une convention de choisir que la vitesse est positive dans une direction puis négative dans une autre direction. C'est un truc qu'on fait en physique. Ce qui compte, c'est que la vitesse change de signe. Ça peut être négatif à positif à la place d'être positif à négatif aussi. Là. Commençons par calculer la vitesse. La vitesse, c'est la dérivée du déplacement selon la règle du quotient. On commence par dériver le numérateur. La dérivée du numérateur, c'est 1. La dérivée de t par rapport à t, c'est 1. Fois le dénominateur, moins le numérateur fois la dérivée du dénominateur. La dérivée du dénominateur, c'est la dérivée de t au carré plus 5. Ça, c'est tout simplement 2t. Puis on divise le tout par le carré du dénominateur. C'est juste la règle de dérivée du quotient. On va jouer un peu avec les termes. J'ai un t au carré ici, j'en ai moins 2t au carré. Fait que je me retrouve avec 1 moins 2, ça fait moins 1t au carré. C'est ce que j'ai. Puis le 5, ben, il est là tout seul, c'est une constante. Fait que j'ai 5 moins t au carré au numérateur, puis au dénominateur, ça me donne t au carré plus 5, le tout au carré. Ça vaut la peine, des fois, de factoriser. Je vais vous donner la factorisation ici.
pas strictement parlant essentiel si vous êtes capable de trouver toutes les racines du numérateur, mais des fois c'est plus facile si on a fait la factorisation. Fait que quand est-ce que la vitesse est nulle? Elle va être nulle lorsque le numérateur est nul, c'est-à-dire lorsque 5 moins t au carré est nul. Donc, chacun des termes ici est nul. Il y a deux solutions possibles, soit que t est égal à racine de 5, soit que t est égal à moins racine de 5. Mais, on peut éliminer une de ces solutions-là, parce qu'on avait dit en partant dans le problème que le temps se mesurait à partir de 0. Fait que moins racine de 5, c'est une valeur négative, c'est une valeur qui n'est pas justifiée par la physique du problème. Fait qu'il y a un seul point où l'objet s'arrête. Là, on a besoin de vérifier si hein? Besoin de vérifier que la vitesse change de signe à cet endroit-là. Fait qu'on a tout ce qui se passe entre 0 et racine de 5, puis il y a tout ce qui se passe après racine de 5. Deux cas possibles. Ce qui se passe avant racine de 5, écoutez, t se retrouve entre 0 et la racine de 5. C'est ça que mon temps se trouve. J'élève au carré des deux côtés, ça veut dire que t au carré est plus petit que 5. Le signe ici ne change pas parce que ce sont tous des valeurs positives. Si t au carré est plus petit que 5, ça veut dire que 0 va être plus petit que 5 moins t au carré. Pas de problème, j'ai pris mon t au carré, je l'ai envoyé de l'autre bord. Puis ben, je peux diviser par t au carré plus 5 au carré parce que cette valeur-là ici, là, elle est positive. Puis j'ai quelque chose qui est positif en partant, ça c'est positif. Je divise par quelque chose de positif, ça me donne quelque chose qui est positif. Fait que la vitesse, elle est positive lorsque t va entre 0 et 5. Puis ben, quand t est plus grand que 5, j'élève au carré, encore une fois, je ne change pas le signe d'inégalité parce que toutes les valeurs sont positives. J'envoie mon t au carré de l'autre bord. Je me retrouve avec 5 moins t au carré plus petit que 0. Ça, c'est négatif. Je divise par quelque chose qui est positif. Négatif divisé par positif, ça fait négatif. Fait que la vitesse change de signe après t plus grand que 5. Là, je vais vous donner un truc. Supposons que vous n'avez pas ce genre d'argument-là. Vous me dites, écoute, là, je veux savoir si la vitesse va changer de signe. Je vais supposer en partant que la vitesse, elle est continue. Est-ce que c'est vrai que la vitesse est continue? Regardez, ça c'est l'expression pour la vitesse. Ben oui, c'est continu, c'est une fonction algébrique, puis c'est jamais égal à 0. Fait que tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de prendre un chiffre entre 0 et racine de 5. Peut-être vous prenez 1. Vous prenez 1, puis vous le remplacez dans l'expression ici. Hein, vous calculez V de 1. Puis V de 1, vous allez vous rendre compte que c'est positif. Calculez-le là, pour vérifier. C'est pas difficile, ça va être 5 moins 1 au carré sur 1 au carré plus 5, le tout au carré. C'est clairement positif. Puis là, on prend un chiffre qui est plus grand que 5. Je ne sais pas, vous pouvez prendre 5. 5, c'est plus grand que la racine de 5. Vous le remplacez ici, vous calculez la vitesse au temps 5. Vous allez vous rendre compte que c'est négatif. Fait qu'il y a effectivement un changement de signe entre les deux. On passe de positif à négatif. Fait que l'objet ne fait pas juste s'arrêter. Il s'arrête puis il repart dans l'autre sens. Il revient sur ses pas. Maintenant qu'on a déterminé que l'objet revenait sur ses pas à la racine, après t égale la racine de 5, ben on va calculer l'accélération. Écoutez, c'est pas bien compliqué. La vitesse, c'est un quotient. Il faut calculer la dérivée de la vitesse. Fait qu'on fait la dérivée du numérateur, fait que c'est la dérivée de 5 moins t au carré, fois le dénominateur. Ici, je vous rappelle que le dénominateur, là, il contient un carré, moins le numérateur fois la dérivée du dénominateur. Puis là, je l'écris au long, juste pour pas qu'on se mélange. Je divise par le carré du dénominateur. Ah, ici, il y a une erreur, ça devrait dire 4.
pas 3. Le carré de t au carré plus 5 au carré, c'est pas t au carré plus 5 à la 3. J'ai rien fait comme calcul. Tout ce que j'ai fait, c'est j'ai appliqué directement la règle de dérivée du quotient. Je sais que j'en ai parlé, mais laissez-moi vous le répéter une autre fois. Attendez avant de calculer les dérivés du numérateur et le dénominateur. Commencez par écrire la formule au long. Ensuite, on calcule les dérivés. La dérivée de 5 moins t au carré, c'est moins 2t. C'est facile. T au carré plus 5 au carré, ça ne change pas. Moins 5 moins t au carré, ça ne change pas. Puis là, j'ai la dérivée de t au carré plus 5 au carré. Ben, je me sers de la règle de dérivée en chaîne. Je commence par dériver la puissance qui est à l'extérieur, le 2. Et ici, j'ai t au carré plus 5 à la 2 moins 1, fantastique. Puis là, je multiplie ça par la dérivée du terme à l'intérieur, la dérivée de t au carré plus 5. Puis ça, ben, c'est tout simplement 2t. Puis on divise par la quatrième puissance de t au carré plus 5. Si vous faites vos simplifications, je vous invite à les faire, puis vérifier que vous obtenez la même réponse que moi. Vous vous retrouvez avec 2t fois t au carré moins 5 à moins 15 sur t au carré plus 5 à la 3. Ben, c'est quoi l'accélération lorsque t est égal à racine de 5? Il faut remplacer t par racine de 5 dans l'objet. L'accélération, alors, ça va faire moins racine de 5 sur 50 mètres par seconde carré, si on mesure ça en mètres. Puis le déplacement, on remplace t par racine de 5 dans la formule pour le déplacement. C'est racine de 5 sur 10. Vous voyez ici, je ne prends même pas le temps de mesurer la vitesse de racine de 5. On sait que c'est 0, on l'a calculé. Racine de 5, c'est l'endroit où c'est égal à 0, sa vitesse. C'est assez simple, il faut savoir dériver. Puis il faut garder en tête qu'est-ce que la physique, la situation, nous dicte. Là, vous avez deux objets. Un objet qui se déplace selon 4t moins t au carré, puis un objet qui se déplace selon 6t carré moins t à la 3. Se déplace en ligne droite. On vous pose la question, quelles sont les vitesses respectives des objets lorsque les accélérations sont identiques? Puis ici, ce qu'on entend, c'est identique au même moment donné. Fait qu'on cherche le temps, les instants, où l'accélération du premier objet est exactement la même que l'accélération du deuxième objet au même temps. Ben, pour que ça ait de l'allure, ça, on a besoin de calculer la première dérivée puis l'accélération. On s'y prend directement, c'est pas compliqué. Le premier objet, 4t moins t au carré, on calcule sa dérivée. C'est un polynôme. On fait la dérivée selon la règle des polynômes, 4 moins 2t. À un moment donné, ça, ces calculs-là devraient devenir plus naturels. Vous n'avez pas besoin de passer selon la règle à chaque fois, vous faites juste le faire. Puis la deuxième dérivée du polynôme 4t moins t au carré, c'est-à-dire la dérivée de 4 moins 2t, c'est moins 2. On l'a. C'est facile. Paf, paf. Pour le deuxième objet, on joue le même jeu. On commence par calculer la dérivée du déplacement, 12t moins 3t carré. Puis on le dérive une deuxième fois pour avoir l'accélération. Ça me fait 12 moins 6t. Fait que j'ai besoin de trouver les instants où est-ce que moins 2 c'est égal à 12 moins 6t. C'est pas bien compliqué. Moins 2 est égal à 12 moins 6t. J'envoie mon 6t de ce bord-là. J'envoie mon 2 ici. Je me retrouve, après ça je vais diviser par 6. Je me retrouve avec 7 tiers. Puis vous vouliez connaître les vitesses respectives. Alors il faut calculer en substituant t par 7 tiers. Il faut calculer la vitesse des deux objets. C'est pas l'accélération ou le déplacement, là, c'est la vitesse. Fait qu'il faut bien lire le problème. Vous les remplacer en utilisant
les formules que vous avez trouvées ici. Marqué ici, les signes sont opposés, donc ils se dirigent dans des directions opposées. Leur accélération est la même, mais ils se dirigent dans des directions opposées. Il y a une troisième dérivée, puis une quatrième dérivée. La troisième dérivée, on l'appelle l'à-coup. En anglais, ça s'appelle le jolt. La quatrième dérivée, c'est le snap. Les applications sont limitées. Il y a aussi une cinquième dérivée puis une sixième dérivée. Seriez-vous surpris d'apprendre que ça s'appelle le crackle? Puis le pop. Ben oui. Les gens en physique ne manquent pas d'un certain sens de l'humour.